Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo de la playlist Joueurs illustres, on va aujourd'hui parler de la GOAT, la meilleure joueuse d'échecs de tous les temps. Il s'agit de nul autre que de Judith Polgar, qui je pense vous connaissez tous, puisque maintenant qu'elle s'est retirée de la compétition, eh bien, elle anime très très régulièrement des commentaires, que ce soit sur chess.com, sur chess24, etc. Bref, elle est absolument incontournable du paysage des échecs et on va bien entendu revenir sur sa carrière célèbre. Donc Judith Polgar, elle est née en 1976 et à l'âge de 15 ans et 5 mois seulement, elle a obtenu le titre de grand maître mixte en battant le record de précocité de nul autre que Bobby Fischer, record qui détenait depuis déjà 33 ans. Donc c'est absolument incroyable. Elle était donc très très jeune. D'ailleurs, ici sur la photo que vous voyez, elle avait seulement 12 ans. Et finalement, depuis toute petite, elle s'est entraînée d'arrache-pied. Leur père, à elle et à Suzanne et à Sophia, donc elles étaient trois sœurs, a choisi de les déscolariser pour vraiment prouver que les femmes pouvaient être aussi fortes que les hommes aux échecs. Et finalement, ça n'a pas manqué. Puisque donc avec Judith, qui a atteint un pic Elo à 2735, ce qui l'a propulsé même à la 8e place mondiale, donc au classement de juillet 2005. Elle y est restée pendant vraiment plusieurs mois. Judith Polgar, donc évidemment une carrière aussi remarquable, elle a forcément eu des victoires incroyables. Je vais aujourd'hui vous présenter sa victoire contre Anand Vishwanathan, qui a été jouée donc en 1999 à Dos Hermanas. Bon, évidemment, Anand, on ne le présente plus, 5 fois champion du monde. Anand qui à l'époque donc avait un elo de 2771, Judith seulement 2671. Allons voir donc leur partie qui s'est déroulée franchement d'une manière assez spectaculaire. Je précise tout de même que bien qu'ils étaient rivaux sur l'échiquier, en fait, en dehors de l'échiquier, ils s'entendaient super bien. D'ailleurs, Judith dit elle-même que cette partie-ci, c'est sa partie préférée de tous les temps. Sa partie qu'elle a jouée, bien sûr, préférée de tous les temps. Elle dit que c'est vraiment sa meilleure partie de tous les temps. Elle a évidemment battu d'autres joueurs illustres tels que Kasparov, Shirov, mais voilà, elle considère que cette partie-ci, c'est son chef-d'œuvre, son immortel. Donc, passons sans plus tarder à la partie. Judith qui commence à son habitude avec le pion en E4. Alors, il faut savoir que Judith, elle a un style très très agressif et très ce qu'on appelle tricky en anglais. Donc, c'est-à-dire qu'elle tend des pièges vraiment tout le temps. En fait, c'est marrant parce que justement, j'ai lu un petit peu, elle a fait une série de livres et j'ai lu un livre où, le premier livre de la série où justement elle parle de ses débuts et elle dit qu'elle faisait un entraînement tactique vraiment constant et que son jeu était surtout basé sur le dynamisme et la tactique. Et que voilà, elle avait des lacunes qu'elle a plus tard bien sûr comblées dans les autres secteurs du jeu. Mais c'est vrai que c'était vraiment sa force principale, le fait d'être tactique et de tout envoyer sur le roi. Alors, il se trouve que Anand aussi était comme ça dans ses jeunes années. Du coup, là, c'est vraiment le clash un peu des titans, quoi. C'est vraiment les deux joueurs de, d'un style équivalent. Bon, évidemment, Anand était plus fort à l'époque. Mais voilà, c'était vraiment le clash des titans. Donc E4, Anand qui répond par C5, évidemment, voilà, comme promis. Et cavalier F3, D6, D4, c'est prendre D4, donc déjà une Sicilienne ouverte. Cavalier F6, qui est C3 et une nage d'or. Voilà, comme promis, le choc des titans. On a une nage d'or, évidemment, que demander de plus qu'une ouverture aussi tranchante et aussi tendue. On connaît bien entendu Maxime Vachier-Lagrave qui est un expert de sa nage d'or.
Mais donc cette partie, elle a été jouée en 1999, donc il n'y avait pas encore beaucoup d'ordinateurs à cette époque-là. Et pourtant, c'était déjà connu que la nage d'or fêtait vraiment une ouverture pour essayer de jouer pour le gain avec les noirs. Donc ça montrait vraiment les ambitions des deux joueurs dès le départ, quoi. Les blancs qui ont joué fou E3 ici. Alors c'est vrai qu'il y a vraiment il y a plusieurs coups, hein. Fou E3 n'est pas le coup le plus joué. Le coup le plus joué, c'est Fou G5 à la place, mais Fou E3 est bien entendu extrêmement valable. Et là, donc, ici, les noirs ont fait le coup E6. Alors, le coup E6, c'est vrai que c'est le deuxième coup le plus joué. Mais le premier coup le plus joué, c'est E5. Alors, E5, ça a fait sens. On va chasser le cavalier 2D4 et étant donné qu'on a joué A6 qui protège la case B5, eh bien le cavalier qui devrait reculer par exemple en B3 et ensuite on va développer le fou en E6, etc. Donc c'est vraiment comme ça que, que la ligne principale de cette nage d'orfe avec fou E3 fonctionne. Mais c'est vrai que du coup les noirs ont joué E6. Et E6, ben, ça permet au blanc de faire ce coup G4. Évidemment, le pion, avant cela, la case G4 était défendue à la fois par le fou et le cavalier, donc bien entendu, le coup G4 n'était pas possible. Mais donc, E6 qui bouge la diagonale du fou, bah du coup, les blancs en profitent et font G4. Ok. Seulement, les noirs, du coup, réagissent par E5, là, à ce moment-là. Ce qui fait que les blancs doivent absolument bouger le cavalier en F5. Autrement, eh bien, ils auraient perdu le pion, puisque le cavalier était également attaqué. Donc il faut le bouger en F5 pour intercepter l'attaque du fou C8 sur le pion G4. Les noirs qui font G6. Et là, donc, ça commence un petit peu. Alors déjà, on sent que c'est une position qui est chaud bouillante. Mais alors là, vous allez voir que les ennuis commencent vraiment. Puisque, donc, les noirs qui jouent G6, qui attaquent le cavalier, évidemment, le problème, c'est qu'on on peut pas bouger le cavalier. Autrement, bah, il y a le pion derrière qui est perdu. Donc, eh bien, l'une des seules solutions à disposition des blancs ici, c'est la contre-attaque. La contre-attaque avec G5. Et en fait, finalement, sur G prend F5, et bah, on va tout simplement accepter temporairement de jouer avec une pièce de moins. Donc on reprend le cavalier et on a tout simplement une pièce contre un pion. Voilà. Avec les blancs, c'est pas mal déjà. Et donc, évidemment, le cavalier F6 est toujours attaqué. Et ici, donc, le problème qu'ont les noirs, c'est que il faut qu'ils agissent très très vite. Parce que finalement, étant donné que le cavalier F6 est attaqué, eh bien, si jamais, par exemple, les noirs tentent de sauver leur cavalier avec, je sais pas moi, un coup tel que cavalier FD7, eh bien là, ça serait pas une bonne opération pour les noirs, puisque on aurait un coup comme Dame H5. Et en fait, le problème que vont avoir les noirs, c'est qu'on va très très vite développer le fou en C4, on va très très vite taper sur le pion F7, on a également à disposition cette case D5 qui est super importante. Donc en fait, les noirs n'ont pas vraiment intérêt à essayer de s'accrocher à tout prix à leur pièce, puisqu'ils subiraient une attaque vraiment fulgurante et ça serait très très mal embarqué pour eux. Donc du coup, ce qu'ont fait les noirs, c'est que ils ont contre-attaqué également, mais cette fois-ci au centre. Donc très bon conseil hein, que Anand, le champion du monde, a lui-même appliqué. Quand on se fait attaquer sur l'aile, il faut contre-attaquer au centre. Et c'est bien entendu ce qu'il a fait dans cette partie. Donc D5, très joli coup. Dame F3 pour s'enlever de cette colonne D, pour pouvoir mettre le roi à l'abri. On continue de suivre les principes normaux d'ouverture. Il faut aussi, bien entendu, il faut se rappeler que pour l'instant, on a une pièce de moins avec les blancs, mais ça ne nous empêche pas de suivre les principes d'ouverture normaux, hein. Donc Dame F3, les noirs qui font D4, fourchette.
Mais en fait, pas fourchette, puisque il y a grand roc et là, la tour qui cloue le pion D4 momentanément. Et évidemment, les noirs ne peuvent pas prendre la pièce pour le moment, parce que sinon ils perdraient leur dame. Cavalier BD7 a été joué. Alors, ne faites pas confiance à l'évaluation de l'ordinateur ici. Cavalier BD7, c'est un coup tout à fait normal. D'ailleurs, j'ai bien entendu checké la base de données et il se trouve que là, cette position-ci a déjà été jouée dans la base. Fou D2 est également un coup très normal. Il s'agit, bien entendu, sur la prise en C3 de tout simplement reprendre avec le fou et pas se faire prendre le fou de case noire qui va s'avérer très très important, vous allez voir. Donc, D prend C3, fou prend C3, comme prévu. Et là, donc, les noirs qui ont fait fou G7. Alors, fou G7 qui est un coup tout à fait normal. Hein. On note bien entendu que là, les blancs n'ont pas une, mais 2 pièces de moins, vu que les blancs se sont fait prendre le cavalier C3 également. Certes, on a du coup 2 pions pour les 2 pièces, mais ça semble quand même un peu mince. Et pourtant, ces 2 pièces de moins, vous allez voir qu'on va pas du tout les sentir. Il faut aussi noter que on n'a pas du tout intérêt à sauver ce cavalier. Donc là, ici, les blancs ont fait un coup d'attaque. Vraiment, ils ramènent une pièce supplémentaire en attaque. Puisqu'on suppose que les noirs vont faire le petit roc. Donc du coup, on met la tour sur la colonne G, vraiment en prévention du fait que les noirs vont faire le petit roc. Et effectivement, dans la partie noire, on fait le petit roc. Mais donc, il s'agit peut-être de savoir également, à ce moment-ci, qu'auraient fait les blancs en cas de, par exemple, cavalier G8, les noirs qui veulent à tout prix garder leur matériel en plus. Et bien cavalier G8, c'est pas forcément une bonne idée non plus. Puisque là, les blancs, ils font comme dans l'autre variante, fou C4. Fou C4 pour taper sur le talon d'Achille. Dame 7. Dame 7, alors encore une fois, ne faites pas attention au point d'interrogation de l'ordinateur. Là, l'évaluation est toujours est égale, mais les blancs ont 2 pièces de moins. Donc, encore une fois, c'est qu'il y a beaucoup de compensation pour les 2 pièces de moins. Donc, dame H5, voilà, vraiment comme dans l'autre variante. Cavalier C5, on essaye de sortir les pièces, en même temps on attaque ce pion F5. Là, F6, bien entendu, on récupère déjà l'une des 2 pièces. Et en fait, même si là, dans cette position-ci, les blancs ont littéralement une pièce de moins, il n'y a plus de pions, ce sont des pions égaux, mais pourtant, évidemment, l'élément qui prime, c'est toujours la sécurité des rois. Donc là, ici, un coup comme tour GE1, pour faire pression sur le pion E5 et, en fait, le roi qui est toujours au centre finalement. Alors, tour G1, le problème c'est que vraiment les noirs ne peuvent pas mettre le roi à l'abri. Par exemple, sur un coup comme petit roc, bien ça serait extrêmement mauvais. Les noirs se prendraient une attaque absolument fulgurante avec le magnifique coup tour prend E5. Alors, c'est quoi le deal de tour prend E5, vous allez me dire. En fait, c'est tout simplement, par exemple, sur fou prend E5, eh bien, là, on peut soit prendre un E5, soit même faire le coup intermédiaire tour G1 échec, qui est encore plus fort. Et donc, sur roi H8, on va tout simplement prendre en E5 une fois avec la dame. Et vous allez voir, il y a un mat très très joli qui va suivre. Dame prend E5, fou prend E5, F6. Et là, donc, vous pouvez faire pause et essayer de chercher le très joli mat pour les blancs. Et donc, le très joli mat pour les blancs, il s'agit de fou prend F6, échec. Évidemment, le seul coup pour parer l'échec, c'est tour prend F6. Et là, tour G8, échec et mat. Alors, la position de fin, elle est quand même assez extraordinaire, je trouve. Parce que regardez, les blancs ont littéralement une tour et une pièce de moins. Et pourtant, c'est échec et mat. Donc, c'est vraiment la sécurité du roi qui prime largement avant le matériel. Et ça, c'en est bien la preuve. Donc,
Encore une fois, voilà, faire le petit roc, c'est extrêmement risqué et dangereux. Bah, d'ailleurs, en fait, c'est tout simplement perdant, hein. Et donc, c'est pour ça que sur le coup tour GE1, eh bien, l'une des seules défenses des noirs pour rester encore en vie, c'est fou E6. Et essayez d'échanger un maximum de pièces. Et là, les blancs répondent par fou prend E5, fou prend E5, dame prend E5, tour G8 et F4. Et là, ça continue encore. Bien entendu, le problème des noirs est toujours qu'ils ne peuvent pas mettre le roi à l'abri pour le moment. Mais d'un autre côté, les noirs ont toujours une pièce de plus. Alors cette fois-ci, c'est contre un pion, mais c'est toujours une pièce de plus. Donc voilà, l'ordinateur dit que cette partie est très équilibrée. En vrai, de vrai, je trouve que c'est beaucoup plus dur à jouer avec les noirs, justement parce que on est des humains et que bah, on n'a pas le sang-froid en défense de l'ordinateur. Donc forcément, c'est beaucoup plus difficile en défense. Mais donc voilà, ça aurait pu être un petit peu la façon de continuer si jamais les noirs avaient fait un coup tel que cavalier G8 pour essayer de sauver leur matériel. Bon, en vérité, petit roc, c'est un coup beaucoup plus humain et beaucoup plus jouable. Donc là, cette fois-ci, on reprend une pièce, une et deux pièces, dame point F6. Mais on se dit que voilà, au moins on a ramené la dame en défense. Et ça, c'est quand même pas mal. Donc là, franchement, avec les blancs, quand on regarde, donc encore une fois, on a une pièce de moins contre un pion. Ça peut paraître difficile de voir le contre-jeu pour le moment. Et c'est vrai que c'est quand même, c'est quand même dangereux finalement, hein. Puisque évidemment, si on vient à transposer en finale ou si on vient à plus avoir assez de menaces, bah, on va tout simplement se retrouver avec une pièce de moins et on va perdre, quoi. Mais donc, évidemment, la clé, c'est de toujours continuer à créer des menaces et à essayer de poser des problèmes aux noirs de telle façon qu'ils n'arrivent pas à faire valoir leur pièce de plus. Dame 3 a été jouée avec les blancs. Les noirs qui font roi H8 s'enlèvent du cloage du fou. Très très logique. Et là, les blancs qui font un très joli coup d'attaque, qui font le coup F4. Alors, le coup F4, bien entendu, il vise à essayer de déstabiliser le centre des noirs. Et c'est de cette façon-ci qu'on va poser des problèmes, puisque là, déjà, le cavalier D7 qui doit rester à la défense du pion E5. Et en plus de cela, eh bien, supposons que les noirs fassent un coup vraiment random pour montrer qu'il y a bel et bien une menace ici avec les blancs. Donc là, la menace, ça serait tour prendre des 7. Et sur fou prendre des 7, eh bien, regardez, il y aurait fou prendre 5. Et bah, c'est une enfilade, hein, c'est une enfilade. C'est extrêmement dangereux. Donc en fait, finalement, après ce coup F4, eh bien, il y a bel et bien une menace. Donc il faut que les noirs fassent quelque chose contre cela. Les noirs qui ont réagi par dame B6 proposent l'échange des dames. Les blancs qui, bien entendu, dans une position d'attaque, on va évidemment refuser cet échange des dames avec dame G3. Attaque pardon, le fou G7. Les noirs qui reviennent en défense avec la dame avec dame H6. Et donc les blancs qui jouent le très très joli tour D6. Alors tour D6, attaque la dame. Évidemment, la dame ne peut pas prendre la tour, puisque sinon il y aurait mat en un coup. Et donc les noirs qui doivent défendre avec F6. Là, le problème de F6, c'est qu'il y a quand même pas mal de cases blanches, surtout, qui vont se retrouver très très faibles. Donc évidemment, on a envie à un moment donné de mettre ce fou en C4 et de contrôler pas mal de cases. Et évidemment, on va essayer de menacer un petit mat en G8, hein, ça mange pas de pain. Si jamais le fou venait à bouger de G7, ce qui d'ailleurs n'est pas forcément hyper facile à faire, hein, puisqu'on voit que là, c'est quand même un joli pion à la place du fou, hein. Mais bon, matériellement, les noirs ont toujours une pièce de plus. Les blancs qui ici ont fait fou D2. Alors fou D2, c'est un très joli coup. Et encore une fois, c'est un coup à initiative, hein. Vraiment, tous les coups des blancs, eh bien, à chaque fois, c'est menace sur menace, hein. Vraiment, à chaque fois que les blancs font un coup, ils menacent quelque chose dans le camp des noirs. Donc là, la menace, c'est bien entendu de prendre le pion et d'attaquer la dame.
Et, ben, il faut que les noirs fassent quelque chose contre cette menace. Donc ils ont fait E4. Fou C4. Voilà, comme j'ai dit, on va exploiter les cases faibles blanches. B5. Fou E6. Tour A7. Là, c'est quand même une défense, je trouve, assez ingénieuse de la part des Noirs. Il faut quand même souligner ce tour A7 qui va défendre toute cette septième rangée. Pour l'instant, les Noirs ont toujours une pièce de plus, hein. Mais évidemment, on ne voit pas trop l'utilité du fou G7. Tour C6. On va essayer de créer cette fois du contre-jeu sur l'autre aile, puisque on va déjà attaquer une fois le fou C8. Et puis, pourquoi pas menacer même par exemple des dames C3, avec l'idée que on va menacer ce fou déjà 2 fois, si fou B7, et on va faire tour C7, et ça va devenir vraiment compliqué pour les noirs de tout défendre. En fait, le problème des noirs, c'est qu'ils ont très très peu d'espace, et que du coup, les pièces peuvent pas se coordonner entre elles. C'est-à-dire que vraiment, les pièces, c'est un petit peu, on va dire, des individualités qui vont pas coopérer ensemble et du coup, inévitablement, c'est plus facile à abattre des soldats un par un que toute une armée en même temps. Les noirs qui font A5 pour essayer de se donner un peu d'air. Fou E3 attaque la tour. Tour B7. Fou D5. Alors encore une fois, le manque de coopération entre les pièces des noirs est absolument évident, je trouve. Tour B8, essaye de défendre ce fou tant bien que mal, mais tour C7, voilà, ça y est, on a pris possession de la 7e rangée. On voit comme avant, c'était la tour noire qui défendait la 7e rangée. Et bien plus maintenant, hein. Regardez le rayonnement des fous blancs maintenant à l'aile dame. B4 de la part des noirs, on manque un petit peu de coups malheureusement. B3, on se presse pas du tout avec les blancs, hein. Vraiment on a tout le temps du monde. Et c'est ça qui est absolument terrible pour les noirs, c'est que vraiment, ils peuvent rien faire. Ils ont une pièce de plus, mais ils peuvent rien faire. Évidemment, on peut jamais bouger ce cavalier-là, puisque maintenant, le fou va être attaqué 3 fois, donc il va tout simplement être pris. Tour B5, fou C6, attaque la tour et le cavalier en même temps. Tour prend F5, essaye de, tant bien que mal, faire quelque chose, hein, tout simplement. Et là, donc, c'est le dernier coup magnifique de la partie. Je vous laisse mettre pause et essayer de trouver comment conclure cette partie avec les blancs. Donc, le coup qui a été joué par Judith Polgar a été le coup tour prend C8. Magnifique. Évidemment, l'idée, c'est qu'on va reprendre le cavalier et regarder, en même temps, on va attaquer les 2 tours. Et finalement, là, on aura récupéré tout notre matériel. Donc, vous voyez que vraiment, comme par magie, on est revenu à matériel égal. Mais évidemment, c'est très, très mal embarqué pour les noirs, puisque déjà, le fou G7, il est complètement hors jeu. La tour F5, qui est très, très mal placée. Et la dame H6, qui est tout simplement au bord, hein. Tour D1, menace un vilain échec ici en D8. Roi G8, essaie de s'échapper. Et le dernier coup des blancs a été dame G2 et les noirs ont fini par jeter l'éponge ici, puisque le pion E4 ne peut pas être défendu. On va tout simplement prendre ce pion. On va faire échec ici. Le roi qui va se retrouver absolument dans les courants d'air. Et en fait, c'est tout simplement fini, hein, puisque, encore une fois, les pièces noires sont extrêmement mal coordonnées et on va tout simplement finir par faire échec et mat. Donc, ce grand joueur tel que Anand a décidé de tout simplement ne pas continuer la partie, ce qui est bien entendu compréhensible. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné un tout petit coup d'œil dans la vie de Judith Polgar. Judith Polgar qui, bien entendu, est un modèle pour
pour tous, et particulièrement, je pense, les femmes et les jeunes filles qui jouent aux échecs. Évidemment, on nous a rabâché son nom, et c'est absolument une joueuse extraordinaire, même un joueur extraordinaire. Et bien entendu, ça sera à tout jamais l'exemple vraiment des livres que les femmes peuvent rivaliser avec les hommes aux échecs, bien qu'on soit vraiment beaucoup moins nombreuses. Mais encore une fois, son parcours absolument exceptionnel, et digne d'une vidéo déjà, et puis bien entendu digne de beaucoup de respect et d'admiration. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, ça m'aide énormément. Et puis n'hésitez pas à voir ma page Tipeee qui est en description de cette vidéo. Je vous souhaite une très très bonne journée, et je vous dis à très très bientôt. C'est ciao!